Bonjour à tous, comme promis, une vidéo sur for. Alors, for pose des problèmes d'identification. Il est parfois difficile de savoir à quelle catégorie appartient le mot for. Il peut appartenir à plusieurs catégories et il se situe parfois entre plusieurs catégories aussi. Il n'est pas complètement dans une catégorie, notamment quand il introduit une proposition. Alors, je vais vous préciser cela à partir d'exemples. Premier exemple, I've been driving for 5 hours. Exemple classique, je conduis depuis 5 heures, for 5 hours, circonstance de cause du verbe drive. For ici est une préposition qui introduit donc le groupe prépositionnel for 5 hours. On traduira for par depuis. Alors quand for est une préposition, il peut être traduit par depuis, par pour. Ce sont ces traductions les plus courantes, mais il peut connaître aussi d'autres réalisations. Par exemple, il peut être traduit par de dans certains cas. Exemple où il est traduit par pour. They are anxious for his safety. For his safety, groupe prépositionnel. For est une préposition. Groupe prépositionnel for his safety qui est complément de l'adjectif anxious. Anxious for his safety formant un gros groupe adjectival qui est l'attribut du sujet they. Ils ont peur pour sa sécurité. For serait ici traduit par la préposition pour en français. Là, ce sont deux cas où très clairement for est une préposition. Ce sont deux cas où for ne pose pas de problème d'identification catégorielle. En revanche, dans la phrase 3 et la phrase 4 que j'ai fait apparaître sur ce tableau, nous avons des difficultés d'identification pour for. Nous ne savons pas exactement dire à quelle catégorie il appartient. Premier cas difficile, it's difficult for me to help you. It's difficult for me to help you, c'est la même chose que for me to help you is difficult. Cela signifie que for me to help you est en fait le vrai sujet, ce qu'on appelle le sujet logique, le sujet réel du verbe be devant l'adjectif difficult. For me to help you is difficult serait l'ordre normal, l'ordre canonique de la phrase, mais le gros sujet propositionnel for me to help you est souvent extraposé, c'est-à-dire envoyé en fin de phrase et remplacé par le pronom impersonnel it, qui ici joue le rôle de sujet grammatical à valeur cataphorique, renvoyant au vrai sujet, for me to help you. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que for me to help you, c'est une proposition subordonnée nominale, infinitive, et cette proposition subordonnée nominale infinitive a une caractéristique, celle d'avoir un sujet exprimé. Le sujet du verbe à l'infinitif to help, c'est me. Or, l'une des règles de l'anglais est que quand une proposition subordonnée nominale infinitive occupe la fonction de sujet dans une phrase et que le verbe à l'infinitif a un sujet exprimé, eh bien ce sujet exprimé sous une forme pronominale ou un groupe nominal sera toujours précédé de for. Et ce for, on hésite à l'identifier comme une préposition, vu que me est sujet. For ressemble à une sorte de connecteur, de complémentaire. On n'a pas vraiment de catégorie bien définie. Suivant les écoles syntaxiques, on parle de complémentaire souvent. Pour identifier ce for. Mais for n'est pas véritablement ici une préposition puisqu'on ne peut pas dire que c'est le groupe prépositionnel for me qui est le sujet de to have, c'est me qui est le sujet de to have. For, en fait, est ici pour des raisons casuelles. C'est lui qui va assigner le cas accusatif au pronom personnel de première personne ici. Mais pour tout ce qui est de ces histoires de cas, je vous renvoie à de précédentes vidéos consacrées au cas nominatif et au cas accusatif. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails ici. Donc, vous avez un exemple de for, d'emploi de for ici qui pose problème. On hésite à parler de préposition for dans cet emploi particulier. Autre cas où for pose des problèmes d'identification catégorielle, I believe her.
So she can't lie to me. For, ici, je vous l'ai mis à l'intérieur des crochets qui délimite une proposition qui est la proposition for she can't lie to me. Ça veut dire qu'ici, j'ai plutôt tendance à considérer for comme une conjonction de subordination. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une conjonction de subordination qui ne se comporte pas comme toutes les conjonctions de subordination. Alors, for, ici, introduirait une proposition subordonnée adverbiale de cause. On pourrait faire des paraphrases avec because et since, en gardant en tête qu'il y a des différences de sens que je vais vous préciser à la fin de la vidéo. For, cependant, n'a pas exactement le même fonctionnement syntaxique que les conjonctions de subordination since et because. En effet, si j'avais since ou because, je pourrais dire I believe her since she can't lie to me. I believe her because she can't lie to me. Mais je pourrais aussi dire since she can't lie to me, I believe her. Ou bien because she can't lie to me, I believe her. En revanche, je ne peux absolument pas dire for she can't lie to me, I believe her. Il est impossible d'antéposer une proposition introduite par for. Donc ici, cela pose un problème. Cela nous montre que for n'a pas le même comportement syntaxique que d'autres conjonctions de subordination comme because et since qui elles aussi sont causales. Donc on peut remettre en cause éventuellement le statut de conjonction de subordination de for. Il est souvent considéré comme conjonction de coordination, notamment parce qu'il introduit une proposition qui apparaît souvent après une virgule. I believe her, for she can't lie to me. Dans ce cas-là, si on considère que for est plutôt une conjonction de coordination, il faudrait déplacer le crochet et faire apparaître le crochet après for, le mettre juste avant she pour montrer que for coordonne deux éléments de même nature. Une première proposition qui serait I believe her et une deuxième proposition qui serait she can't lie to me. Donc for pourrait être considéré comme une conjonction de coordination, coordonnant deux propositions indépendantes. Mais le souci, c'est que for, s'il est une conjonction de coordination, eh bien, il ne se comporte pas non plus comme toutes les conjonctions de coordination, parce que normalement, une conjonction de coordination permet de coordonner deux éléments de même nature, mais n'est pas limitée à la coordination de deux propositions. Or, for va pouvoir coordonner deux propositions, mais jamais deux noms. En anglais, vous pouvez coordonner deux groupes nominaux ou deux adjectifs, par exemple par la conjonction de coordination and. Je peux dire Paul and Catherine. Je peux dire anxious and happy. Donc je peux coordonner par la conjonction de coordination and qui est typique, qui est vraiment la conjonction de coordination typique. Je peux coordonner deux noms, deux adjectifs. Je peux coordonner avec and aussi deux propositions. I believe her and she can't lie to me. Mais for, lui, va se limiter à la coordination de deux propositions. Donc en fait, for a à la fois des propriétés de la conjonction de coordination et des propriétés de la conjonction de subordination. C'est ça qui pose un problème d'identification. Il n'est pas complètement conjonction de subordination parce qu'il n'intègre pas la proposition qu'il introduit à l'intérieur d'une principale. On a l'impression que la proposition introduite par for garde une certaine indépendance par rapport à la proposition en fait qui le précède. Il n'est pas intégré dans une proposition principale. Il semble relié à une proposition indépendante qui est située juste avant. Mais il ne se comporte pas non plus exactement comme une conjonction de coordination puisqu'il a un rôle spécialisé dans la coordination de propositions. Donc ça, c'est pour vous parler des problèmes de catégorie posés par for, qui est soit une préposition, soit une conjonction dont on hésite à dire si c'est une conjonction de subordination ou une conjonction de coordination, soit pour le cas numéro 3, eh bien quelque chose qui ressemble à une préposition, mais n'est pas exactement une préposition, mais n'est pas totalement une conjonction non plus, qui porte le nom parfois dans certaines théories de complémentaire, introduisant une proposition subordonnée nominale infinitive
occupant la fonction de sujet dans une structure ici qui est extraposée, mais pas toujours. Donc, maintenant, dans un deuxième temps, je voulais profiter de cette vidéo sur for pour vous faire un petit rappel sur l'opposition entre for, since et because. Je vous ai déjà parlé de because, conjonction de subordination introduisant une proposition subordonnée de cause. Because et since sont deux conjonctions de subordination, d'ailleurs, qui introduisent des propositions subordonnées de cause. Et le problème, c'est que déjà entre since et because, on a une nuance de sens. J'avais fait une vidéo sur since pour vous expliquer que since allait introduire plutôt une cause préconstruite, déjà connue de l'énonciateur et du co-énonciateur, en tout cas considérée comme déjà connue de l'énonciateur et du co-énonciateur. Quand vous avez du because, on dira plutôt que la cause est construite en discours, c'est-à-dire que si je prends l'exemple I believe her et que je remplace for par since et par because, je vais obtenir les paraphrases suivantes. I believe her because she can't lie to me. Because she can't lie to me vous donne la raison pour laquelle je valide la relation prédicative I believe her. Je vous donne au moment où je parle à la fois l'information que I believe her et la cause de la validation de cette relation prédicative I believe her vous est donnée en même temps dans la proposition because she can't lie to me. Si au contraire je dis I believe her since she can't lie to me, je valide la relation prédicative I believe her. Since she can't lie to me vous donne aussi la raison pour laquelle je valide cette relation prédicative, mais je dis en utilisant since que la cause que j'avance pour valider la relation prédicative I believe her, la cause qui est she can't lie to me, c'est une cause que vous connaissez déjà, c'est une raison que vous connaissez déjà, c'est préconstruit, vous savez déjà qu'elle ne peut pas me mentir, d'accord? En revanche, maintenant, si j'utilise for, nous ne sommes pas exactement dans le même type de structure. Avec since et because, nous avons deux propositions subordonnées adverbiales de cause qui sont à l'intérieur d'une grande proposition principale qui va de I jusqu'à me et qui englobe la proposition commençant par because ou since. Ce sont bien des subordonnées. Quand vous avez une proposition commençant par for, cela introduit bien une cause, mais la proposition semble moins subordonnée, voire plutôt juxtaposée, posée à côté, coordonnée par le for. Nous avons ici d'abord validation de la relation prédicative I believe her, et ensuite, c'est pour ça que c'est souvent symbolisé ce petit moment d'hésitation par une virgule, ensuite vient la précision de la raison pour laquelle je la crois. Donc ici, for permet d'introduire a posteriori, et c'est pour ça que toujours la proposition en for apparaîtra en deuxième position. Elle permet cette proposition d'introduire a posteriori la raison pour laquelle j'ai validé la relation prédicative. Mais je n'avais pas forcément l'intention au départ de justifier ma validation de I believe her. C'est peut-être parce que j'ai vu un doute dans vos yeux, une hésitation chez vous, que je sens le besoin de justifier a posteriori la validation de I believe her. Mais de la même manière à l'écrit, ça peut être a posteriori que je vais valider I believe her parce que tout à coup surgissent dans mon esprit des raisons pour lesquelles peut-être vous pourriez remettre en cause cette croyance, des raisons pour lesquelles vous pourriez me penser naïve de croire cette personne. Donc, for she can't lie to me vient comme une justification a posteriori. Ça amène une raison que vous ne connaissez pas, donc ce n'est pas une raison préconstruite comme avec since, mais c'est quelque chose que l'on ajoute a posteriori pour justifier I believe her. Mais nous avons deux validations qui se comportent séparément. On valide d'abord I believe her et ensuite on valide she can't lie to me. Donc ici, vous avez à très gros traits une esquisse des principales catégories et difficultés catégorielles
que pose for et aussi une opposition entre because, since et for. À nouveau, si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande mon propre ouvrage, Linguistique énonciative de l'anglais, dans lequel j'ai consacré de nombreuses pages, tout un chapitre en fait, à l'opposition entre since, because et for. Donc je vous souhaite bon courage pour vos révisions et à très bientôt.